Seriez-vous capable de soulever un camion à mains nues? Non? Quelle surprise! Permettez-moi alors de vous présenter le véritable colosse de la nature, l'océan. Lors d'un méga tsunami qui frappa l'Afrique il y a plusieurs millénaires, il projeta sans effort des blocs de 700 tonnes, comme s'il s'agissait de simples gravillons. Ce n'était pas juste une mauvaise journée à la plage. Cette vague titanesque relégua au rang de vaguelettes les tsunamis de 2004 en Indonésie et de 2011 au Japon. Pour mesurer l'ampleur de l'horreur que représentent déjà les tsunamis ordinaires, sachez que celui survenu au Japon en 2011 engendra des vagues atteignant 40 mètres. Celui de l'océan Indien en 2004, légèrement moins élevé avec ses 30 mètres, entraîna néanmoins plus de 2000 pertes humaines dans de nombreux pays. Imaginez maintenant quelque chose d'infiniment pire. Durant longtemps, la communauté scientifique considérait de telles vagues comme relevant du domaine de la science-fiction. Puis l'on découvrit d'immenses blocs de roches projetés profondément dans les terres. Et les calculs révélèrent qu'il aurait fallu des vagues de 250 mètres de hauteur pour commettre une telle dévastation minérale. L'auteur de ce cataclysme, un volcan dont l'effondrement brutal dans l'océan déclencha l'un des tsunamis les plus violents jamais enregistrés sur notre planète. En règle générale, on attribue les tsunamis aux séismes sous-marins, ces affrontements colossaux entre plaques tectoniques. Mais les volcans possèdent eux aussi un potentiel destructeur redoutable. En 1883, le volcan indonésien Krakatoa entra en éruption durant 6 mois sans relâche, avant d'exploser. Une détonation si puissante qu'elle fut entendue jusqu'en Australie. Elle déclencha une série de tsunamis, dont certains culminèrent à près de 30 mètres. Et pourtant, ce cataclysme volcanique ne fut qu'une modeste mise en bouche face au déchaînement dantesque du méga-tsunami. À l'époque, le volcan à l'origine du désastre n'était pas simplement colossal. Il perdit un pan entier, 10 fois plus volumineux que le mont Everest. 10 Mont Everest. Comme si la Terre avait voulu expérimenter les conséquences d'un jet de montagne dans l'océan, par pur caprice. Lorsque tout un pan du volcan s'est affaissé dans l'Atlantique, l'onde générée aurait pu engloutir 3 fois la Statue de la Liberté. Elle a même balayé une île située à plus de 50 km de là. Le volcan responsable de cette scène digne d'une superproduction hollywoodienne n'était autre que le Pico do Fogo, niché, comme vous l'aurez deviné, sur l'île capverdienne du même nom. Cette île n'est, en réalité, qu'un immense volcan solitaire ayant émergé des flots grâce à un point chaud magmatique, une zone sous-marine où le magma s'échappe en quantité, formant des volcans. Au fil du temps, ce magma s'est refroidi et accumulé en couches successives, telle une pile de crêpes, jusqu'à ce qu'après 7 éruptions majeures, l'île surgisse à la surface, comme un diable dans sa boîte jaillissant des profondeurs. Et voilà, un volcan était né. Mais cette naissance spectaculaire portait en elle les germes d'une future catastrophe. Plus un volcan prend de l'ampleur, plus son poids devient écrasant. S'il manque de magma pour soutenir cette masse, la structure entière risque de s'effondrer. Il n'en faut parfois guère plus. Une secousse minime, un peu d'érosion ou un socle friable composé de sédiments meubles suffisent à provoquer la chute, comme un géant tentant de garder l'équilibre sur un tapis de billes. Le Pico do Fogo cumulait tous les facteurs de risque. Une hauteur excessive, un poids considérable et des fondations instables. Et cela ne fait qu'empirer. À mesure que le volcan gagne en masse, il écrase peu à peu le magma sous-jacent. Incapable de remonter, la lave reste prisonnière, s'épaississant lentement à la manière d'un potage oublié sur le feu. Les gaz s'accumulent, la pression grimpe, jusqu'à l'explosion. C'est l'équivalent géologique d'un trop-plein de burrito combiné à une tentative désespérée d'étouffer un éternuement. Ce trop-plein d'énergie et ce déséquilibre peuvent provoquer ce que l'on appelle un effondrement de flanc, ou plus simplement, oups, la moitié du volcan vient de tomber dans l'océan. C'est précisément ce qui s'est produit avec le Pico do Fogo. Nombre des îles volcaniques, nées de tels phénomènes, ont depuis longtemps disparu. Pourtant, le Pico do Fogo demeure bel et bien actif. Sa dernière éruption remonte à 2014, et sachant qu'elle se manifeste environ tous les 20 ans, peut-être conviendrait-il de différer toute escapade sur l'île vers 2034. Pendant longtemps, les chercheurs pensaient que seuls les grands édifices volcaniques pouvaient s'effondrer de cette manière. Mais des travaux récents révèlent que même les îles les plus modestes, ces Danny DeVito du monde insulaire, n'échappent pas au risque. Leur stabilité n'est qu'apparente, liée à leur faible masse. C'est un peu comme Danny DeVito et Arnold Schwarzenegger glissant tous deux sur la glace. La chute d'Arnold causera plus de dégâts, mais Danny peut tout aussi bien valdinguer. Et ces petits effondrements, ils sont loin d'être insignifiants. Prenez l'exemple de Santa Maria, une petite île portugaise, environ 170 fois plus petite que celle d'Hawaï. Elle s'est effondrée plusieurs fois, non par choix,
mais parce qu'elle repose sur une base fragile, faite de sédiments marins meubles, semblables à des miettes détrempées. Pour ne rien arranger, elle se situe près de la faille des Açores orientales, un point où 3 plaques tectoniques s'affrontent sans relâche. Cette faille a déjà causé de nombreux tremblements de terre, et même des tsunamis à Lisbonne, ce qui donne une idée des périls qui guettent ceux qui vivent juste au-dessus. Chaque fois que le volcan de Santa Maria grandit par une éruption, il s'enfonce. Mais lorsqu'un pan s'effondre, la structure rebondit comme une bouée. Cette alternance, mont sous-marin, île, puis retour sous l'eau, fait de Santa Maria une sorte de sous-marin jouant à cache-cache avec l'océan. Et chaque réapparition peut entraîner un tsunami. Un autre volcan à la stabilité incertaine est le Pacaya, situé au Guatemala. Entre 2011 et 2013, les scientifiques y ont observé d'infimes mouvements du sol, signe que quelque chose remuait en profondeur. Et en 2014, le volcan est effectivement entré en éruption. Il ne s'est pas effondré cette fois, mais le danger persiste, surtout si le magma s'y accumule comme cela s'est produit avec le Pico do Fogo. Une explosion pourrait alors se produire, au sens propre du terme. Il y a environ 1 millier d'années, le Pacaya a subi un effondrement massif, projetant des débris à plus de 25 km. Depuis, il s'est reconstruit à la manière d'un phénix en fusion. Mais la menace d'un nouvel effondrement reste réelle. C'est pourquoi les volcanologues surveillent la moindre secousse. Ce n'est pas une crainte excessive quand la montagne peut vraiment s'écrouler. Vous vous dites peut-être, d'accord, mais tout cela appartient au passé. Un effondrement entraînant un pareil méga-tsunami ne peut plus survenir, n'est-ce pas? Eh bien, bienvenue au XXIe siècle. Des îles comme Hawaï, La Palma ou certaines parties des Caraïbes reposent sur les mêmes coussins géologiques. Il suffit d'un cocktail bien dosé. Sol friable, pente abrupte, un soupçon de magma piégé et patatras, effondrement de flanc. En réalité, cela s'est déjà produit. En 2018, Anak Krakatau, le rejeton du tristement célèbre Krakatoa, a perdu une grande portion de sa masse lors d'une éruption. Ce fut à l'origine d'un tsunami, certes peu destructeur, mais plutôt gênant. Imaginez un volcan perdant son pantalon en public. C'est humiliant, mais pas fatal. Mais cela reste modeste comparé au grand spectacle du passé. L'effondrement de l'île Ritter en 1888 fut si violent que son altitude passa de plus de 610 mètres à seulement 140, une île littéralement raccourcie par la force du désastre. Le record revient toutefois à la fameuse vague de la baie de Lituya en 1958. Un séisme de magnitude 7,8 provoqua un éboulement titanesque, lançant une vague plus haute que l'Empire State Building à travers l'Alaska, à la vitesse d'une voiture fonçante à vive allure. Étonnamment, seules 5 vies furent perdues. Mais la cicatrice laissée sur le paysage reste visible, depuis l'espace. La fonte des glaciers et des calottes glaciaires peut, elle aussi, faire s'effondrer des volcans. En diminuant soudainement la pression sur la croûte terrestre, elle les déstabilise. C'est ce qu'on appelle le rebond isostatique. Un peu comme tirer brutalement la chaise de quelqu'un qui serait resté immobile depuis des siècles. Et voici un autre péril auquel vous n'auriez sans doute jamais songé en préparant votre escapade tropicale. Certaines îles volcaniques s'élargissent à mesure que la lave se déverse dans la mer, formant des plateformes instables appelées deltas de lave. Ces formations peuvent s'effondrer brutalement, sans crier gare, entraînant les terres nouvellement créées, et parfois même des touristes imprudents dans les flots. Sans vouloir gâcher l'ambiance, mieux vaut éviter de poser le pied sur ces étendues fumantes à peine refroidies. Alors oui, la prochaine fois que vous savourerez la douceur d'une île volcanique en vous disant « Quel havre idyllique !» Gardez à l'esprit qu'elle pourrait tout aussi bien être une bombe géologique à retardement, au tempérament capricieux. Des projectiles de la taille de montagnes au delta de lave surgissent sans prévenir. Les volcans ont toujours su cultiver l'art du spectacle. Non pas un tremblement de terre, mais un méga-séisme pourrait se produire au Japon. C'est plus effrayant, plus grand et plus destructeur que les secousses ordinaires. Cependant, le problème est qu'il se produira sous l'eau, ce qui signifie qu'il déclenchera un gigantesque tsunami de 30 mètres de haut. Une colonne d'eau, presque aussi haute qu'un immeuble de 10 étages, s'effondrera sur les villes côtières, anéantissant des centaines de maisons. Le flux d'eau peut détruire tout sur son passage comme une boule de bowling qui renverse les quilles. Et puis, une autre vague peut arriver, et encore une autre. Toute personne à risque devrait être sur ses gardes. Comment survivre? Vous le découvrirez plus tard dans cette vidéo. Mais d'abord, voyons ce qu'est un mégaséisme. C'est un tremblement de terre d'une magnitude de 9 ou plus.
c'est un phénomène très rare. Et cela ne dépend pas de la puissance du secousse, mais de la longueur de la faille où il se produit. Plus la faille est longue, plus le tremblement de terre est puissant. Mais qu'est-ce que ces failles? Ce sont des fissures dans les roches de la croûte terrestre, qui se déplacent l'une par rapport à l'autre. Imaginez un grand puzzle où chaque détail est une plaque tectonique géante. Lorsqu'une partie du puzzle s'éloigne d'une autre, ou lorsqu'elle se heurte, c'est à ce moment-là que les tremblements de terre commencent. Si la faille entre les parties est longue, alors la magnitude du tremblement de terre est grande. Le plus grand méga-séisme jamais enregistré s'est produit le 22 mai 1960 au Chili. La faille mesurait presque 1600 km de long. C'est presque la moitié de la distance entre Chicago et Los Angeles. Et maintenant, un méga-séisme similaire peut se produire sous l'eau. C'est ainsi que tout a commencé. L'année dernière, le 8 août, à 16h42, un tremblement de terre d'une magnitude de 7,1 s'est produit dans le sud du Japon. Les secousses sont apparues au large de l'île principale de Kyushu. Tout le monde était terrifié car il s'attendait à ce qu'un grand tsunami apparaisse. Mais heureusement, ils n'ont fait face qu'à une petite vague. Elle s'est effondrée sur le rivage, mais n'a pas détruit de bâtiment. Environ 15 personnes ont été blessées, ce qui est triste bien sûr. Mais cela aurait pu être pire. Il semblait que la catastrophe était passée. Les habitants ont poussé un soupir de soulagement. Cependant, après cela, l'agence météorologique du Japon a envoyé un avertissement concernant un possible méga-séisme qui pourrait être incroyablement dévastateur. Un précédent tremblement de terre de magnitude 7,1 pourrait être un présage d'une catastrophe imminente, une catastrophe qui pourrait affecter 250 000 de personnes. Dès que les gens ont entendu ça, ils se sont précipités pour acheter des provisions. L'augmentation de la demande et une légère panique ont entraîné des pénuries de riz et de plusieurs autres produits de base. Les gens faisaient des provisions de nourriture et se préparaient au pire, mais, une semaine plus tard, l'agence météorologique du Japon a annulé l'avertissement. Il s'est avéré que le petit tsunami sur l'île de Kyushu n'était pas un présage. Personne ne sait si un méga-séisme et un tsunami se produiront dans cette région. Mais les chances sont très élevées. Pour comprendre la nature de ce danger, nous devons plonger sous l'eau dans un endroit appelé la fosse de Nankai. C'est une faille sous-marine de 800 km de long qui court presque parallèlement à la côte pacifique du Japon. C'est ici que deux énormes sections de la croûte terrestre se rencontrent. La plaque de la mer des Philippines et la plaque eurasienne. Et la plaque des Philippines est en train de subducter et glisse lentement sous la plaque eurasienne, sur laquelle le Japon est partiellement situé. Pendant ce mouvement, les plaques se bloquent, accumulant de l'énergie. Par la suite, lorsqu'elles se déplacent et s'alignent à nouveau, elles libèrent une formidable décharge d'énergie. Et cette énergie est capable de provoquer l'un des tremblements de terre les plus puissants au monde. Les experts rapportent que la probabilité d'un méga tremblement de terre et d'un tsunami est d'environ 80%. Au cours des 1400 dernières années, des méga-séismes se sont produits tous les 100 à 200 ans dans cette région. La dernière fois que cela s'est produit au Japon, c'était en 1946. L'ensemble du pays a ressenti une puissante secousse qui a détruit 36 000 maisons dans la partie sud de l'île de Honshu. Chaque année, la probabilité qu'une telle catastrophe se répète augmente de 1%. Et savez-vous combien d'années se sont écoulées? 79. Selon les experts, un méga-séisme d'une magnitude de 8 à 9 peut déclencher un tsunami qui inondera les petites îles au large des côtes du Japon. Et les zones densément peuplées des îles de Honshu et de Shikoku peuvent être inondées en quelques minutes. Des centaines de milliers de personnes sont en danger. Les dégâts pourraient se chiffrer en milliards, voire en milliers de milliards de dollars. Selon certains rapports, environ 530 000 personnes pourraient perdre leur logement. Pour sauver des vies, le pays a besoin de procéder à une évacuation à grande échelle. Mais le problème est que personne ne connaît la date exacte. De manière générale, personne dans le monde ne peut prédire à l'avance quand le prochain grand tremblement de terre se produira. Dans le cas de la fosse de Nankai, cela peut arriver dans quelques jours, quelques années, voire des siècles. Alors, que devraient faire les gens? Se préparer. Le Japon connaît des tremblements de terre depuis longtemps, si bien que le pays a appris à survivre à un désastre avec des pertes minimales. Presque tous les bâtiments au Japon sont équipés d'amortisseurs, qui sont des dispositifs qui suppriment les vibrations et rendent les maisons plus résistantes aux secousses. De plus, sur les côtes du Japon, les habitants ont construit de longues et hautes barrières qui empêchent les vagues puissantes de s'écraser sur la terre.
Le Japon dispose également d'un système avancé d'alerte au séisme. Il est impossible de prédire une activité sismique puissante en quelques jours ou semaines, mais il est possible de détecter de petites secousses qui peuvent annoncer un séisme imminent. Des dispositifs spéciaux surveillent les signaux sismiques et transmettent les données à certains programmes. Ensuite, ceux-ci évaluent la magnitude et l'intensité des secousses et envoient des avertissements sur les téléphones des habitants. Cela peut sauver des secondes et même des minutes pour que les habitants puissent atteindre l'abri le plus proche à temps. Ces systèmes sont également utilisés pour ralentir la vitesse des trains et pour arrêter le travail dans les usines, les hôpitaux et les immeubles de bureaux. Il est beaucoup plus sûr pour un conducteur de train de ralentir pendant un tremblement de terre que de foncer à pleine vitesse. Mais que se passe-t-il si vous êtes dans la rue et que vous ne pouvez pas entendre les messages de votre téléphone? Comment agir en cas de catastrophe? Cela s'applique non seulement au Japon, mais aussi à tout endroit où un tsunami ou un tremblement de terre peut survenir. Pour survivre à un tsunami, vous devez vous y préparer bien avant qu'une grosse vague ne frappe. Il est très important d'avoir de bonnes relations avec les voisins. Soyez aimable avec eux, aidez-les et traitez-les bien. En période de problème ou de catastrophe, c'est formidable d'avoir des personnes avec qui vous avez une bonne relation. Elles peuvent vous aider à vous sortir d'une situation difficile, et vous pouvez également les aider. Soyez gentils et compatissants envers les gens. De cette façon, il est beaucoup plus facile de survivre à toute catastrophe. Préparez un sac à dos avec les éléments essentiels à l'avance. Il s'agit d'une trousse de premiers secours, de nourriture en conserve, de lampes de poche, d'une radio à pile et d'eau en bouteille. Tout cela ne sauvera pas seulement votre vie, mais aidera également d'autres personnes en difficulté. Donc, si vous sentez un tremblement de terre commencer, courez immédiatement vous mettre à l'abri. Si vous êtes chez vous, essayez de vous tenir contre un mur le plus proche possible du centre du bâtiment ou rampez sous un meuble lourd qui est fermement posé au sol, comme un bureau ou une table ordinaire. Éloignez-vous des fenêtres et des portes d'entrée et n'utilisez jamais un ascenseur. Si vous êtes dans la rue, ne vous approchez pas des lignes électriques et des objets qui pourraient tomber. Pendant un tsunami, il vous faut monter le plus haut possible pour éviter d'être englouti par l'eau. Restez aussi loin du rivage que possible et ne descendez pas tant que vous n'êtes pas sûr que c'est sans danger. Mais comment pouvez-vous être informé d'une vague approchante si vous n'avez pas reçu l'alerte? Lorsqu'un tsunami s'approche du rivage, vous entendrez un rugissement similaire au grondement d'un train ou d'un avion qui passe. S'il n'y a pas d'élévation à proximité, essayez alors d'atteindre les étages supérieurs. Cela doit être au moins le 3e étage, mais cela doit être un bâtiment capable de résister à un tsunami, comme une maison massive en béton. S'il n'y a pas de tels bâtiments élevés à proximité, essayez de grimper à un arbre massif. Quand le sinistre est terminé, regardez autour de vous et trouvez ceux que vous pouvez aider. Écoutez les messages des secouristes via la radio ou la télévision. Si tout va bien, vous pouvez alors gérer les conséquences. Oui, il y a beaucoup de travail à venir, mais vous avez survécu et aidé les autres à survivre. Et c'est là l'essentiel.